Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tous les gones vont bien. Hier, on a eu droit à une conférence de presse de Jean-Michel Aulas, qu'il aurait pu décaler aujourd'hui, 1er avril. Donc, il y a un très bon poisson d'avril à tout le monde, et particulièrement aux papas et mamans qui écoutent cette chaîne et qui ont peut-être des poissons d'avril qui scotchaient à l'arrière de leur dos en partant au travail ce matin. Bon, c'est bien de se rendre compte au bout d'un moment, hein, comme moi. Voilà. Hier, Jean-Michel Aulas nous a parlé de son rêve, de sa vision onirique pour faire beau. C'est bien de parler le beau français, des fois, vous savez que j'aime bien. Et il nous a dit, j'ai rêvé, j'ai une prémonition, je sens qu'on va gagner l'Europa League, c'est la bonne année. C'est la bonne année. Pourquoi pas? Parce que après tout, des clubs qui ratent leur championnat et qui se ressaisissent à côté, on a vu ça assez souvent. Ça arrive, hein, on mise tout sur la Coupe d'Europe alors qu'on est à côté en championnat. Alors moi aussi j'ai rêvé d'un truc, cher Jean-Michel. J'ai rêvé que par un coup de baguette magique je devenais journaliste et que je me retrouvais soudainement propulsé, euh, à défaut à défaut du fait que vous vouliez venir sur la chaîne Lyon Fan TV ou autre, hein, parce que bon, il n'est pas obligé de venir que sur Lyon Fan TV, hein, il y a d'autres chaînes concurrentes de supporters. À défaut de vous voir et de parler et d'échanger, mais d'ailleurs, ça pouvait être, comme disait Thomas, enregistré à l'avance et coupé s'il y avait des choses qui gênaient, mais a priori, ça a l'air compliqué. À défaut de venir, moi, je me suis vu aller poser des questions et m'asseoir vaillamment entre des grands journalistes qui ont eu des prix Albert Londres, tels Hugo Guillemet ou Vincent Duluc. C'est-à-dire que là, on est dans le gratin du journalisme mondial, avec des gens qui ont des questions dures et des analyses pertinentes, construites. Voilà, donc je me suis dit, allez, allons-y. Et là, je me vois, et je me dis, bonjour, je m'appelle Antoine des Éditos, parce que c'est mon nom, c'est mon patronyme des Éditos. Et on y va. Alors voilà, j'ai quelques petites questions, parce qu'a priori, je vais réussir, mais peut-être, sait-on jamais, à convaincre les derniers optimistes, les derniers stoïques, qui critiquent Thomas et son équipe, pourquoi pas, en disant que nous sommes des supporters ingrats et que nous ferions mal notre travail si on était à la place de Jean-Michel Aulas, déjà on ne l'est pas, et que c'est très facile de critiquer depuis un canapé, comme les supporters le font, mais que c'est très périlleux et très complexe de diriger une entreprise et des hommes et patati et patata, et qu'on est des mauvais supporters. Alors deux choses. Un, au contraire, nous ne sommes pas des mauvais supporters, nous sommes des bons supporters. Il y a un principe qui s'appelle le principe de relativité et le principe d'absolu. Ceux qui se contentent aujourd'hui de la situation, et grand bien leur face, sont des supporters dits relatifs, c'est-à-dire qui se contentent d'évoluer dans un système sans en avoir les règles du jeu. Pourquoi pas? Mais faut pas se plaindre, donc ils se plaignent pas. Donc Jean-Michel, Bruno, Vincent dirigent d'une main de maître et d'une baguette absolument exceptionnelle ce club et les conduisent sur les bons rails. C'est ce qu'on appelle une vision relativiste, c'est-à-dire qu'on a un rôle minimaliste, on a un rôle de spectateur. Et il y a une autre vision de supportariat, et a priori la masse du peuple et de la populace lyonnaise dont je fais partie commence à s'étendre et à répandre, allez, on va dire, son idéologie malfaisante et malsaine auprès de pas mal de monde, et constate qu'au bout, quand même, excusez-moi du peu, de Happy Birthday, 10 ans sans titre, une Coupe de France, la dernière, et bientôt 14 ans sans championnat de France, ni Coupe de la Ligue, on est en droit de s'interroger quand même sur la capacité managériale, pas entrepreneuriale, managériale, et la direction sportive et du recrutement de ce club, notre club. Donc ces gens-là, on va les appeler les absolutistes. Donc supporters radicaux absolus. Alors radicaux, ça rien, c'est pas méchant. Hein. Il y avait des radicaux de gauche à un moment, c'est pas. Et c'est une vision plus absolutiste, c'est-à-dire que néanmoins, ce sont des bons supporters quand même. Il n'y a pas de mauvais supporters, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Les absolutistes, en fait, ils se disent, je suis supporter de l'OL, peu importe la direction. Voilà. Donc, en gros, ils souhaiteraient un départ de Jean-Michel Aulas. Et pourquoi pas? Ça n'empêche pas qu'ils sont supporters de l'Olympique Lyonnais. Ça n'empêche pas. C'est pas de l'ingratitude. On a, moi le premier, je ne sais pas les autres, je ne parle pas leur nom, toujours reconnu le travail fantastique
Au niveau de la reconstruction, alors là, il nous a parlé de la remontée en 89, avec Domenech, patati patata, mais c'est vrai que le travail sportif pendant une quinzaine d'années était exceptionnel. Aller chercher des actionnaires étrangers, des joueurs comme Sonny Anderson, Pathé en 99, Sonny Anderson et tout, ça a été exceptionnel. Aller chercher Juninho, avec le travail de tout un board, Marino Faccioli, Bernard Lacombe, des gens très, très, très investis dans le club, avec beaucoup, beaucoup de réussite à la formation, à la détection. Il y a eu des choses formidables de fait. On ne nie pas. Mais ce supporter absolutiste, aujourd'hui, veut autre chose. Et il est supporter de l'Olympique Lyonnais comme les autres. Ça change pas la donne, les gars. C'est ce qu'on appelle un supporter absolutiste. Pourquoi pas? Moi, je critique pas les relativistes, mais je dis pas que les autres sont mauvais. La différence est là. Pour terminer cette petite parenthèse intellectuelle, ça fait toujours du bien, les analystes sont intellectuels, désolé, ça plaît pas à certains. Je vais pas me justifier d'ailleurs, parce que j'en ai marre, il y en a qui disent arrête de te justifier, d'ailleurs c'est vrai, s'il y en a qui trouvent que c'est arrogant, très bien, vous en pensez ce que vous voulez, je m'en moque, je suis un supporter absolutiste. Voilà. Moi je me rêvais à un petit niveau en journaliste, je vous disais, assis entre Hugo Guillemet et Vincent Duluc. Et je me suis dit, j'ai droit à 50 questions. 50 questions magiques, tac, une boîte. J'ai gagné un vœu auprès du génie d'Aladin, et je frotte, et j'ai... Que veux-tu? Je veux 50 questions à Jean-Michel Aulas. Je veux pouvoir poser 50 questions à Jean-Michel Aulas. Et il n'a pas le droit de sortir de sa chaise, et il n'a pas le droit à la langue de bois. Alors là, imaginez. La magie totale, le pouvoir, l'omniscience qui m'est donné. Alors là, c'est parti. Sur l'actionnariat, nous avons constaté récemment que des actionnaires principaux qui pèsent 40% souhaitent vendre leur part. A priori, vous n'étiez pas informé de cette démarche car vous l'avez découvert par voie de presse. Étiez-vous au courant de cette démarche? Avez-vous pu constater des conflits antérieurs auprès du board qui ont conduit à cette situation de départ sans vous en avertir? Est-ce que ces actionnaires, en l'occurrence ICM, le chinois, et Pathé, des actionnaires historiques, est-ce qu'ils vous avaient averti de cette démarche? En quoi n'étaient-ils pas satisfaits de votre travail? Est-ce que ce sont des situations économiques qui ont conduit à ce départ de 40% de l'actionnariat? Quelles sont vos relations avec les dirigeants de ces sociétés? Ont-ils déjà pu trouver avec cette banque un investisseur? A-t-elle été mandatée officiellement? Car il n'y a plus aucune information depuis un mois dans la presse, on ne trouve plus rien. Et souhaitez-vous de nouveaux investisseurs? Et si oui, à quelle part? Et resterez-vous président? Bon, voilà, ça c'était une petite question, c'est passé tout droit dans la presse, c'est vrai que ça n'intéresse pas grand monde. On a juste su qu'une banque était mandatée. Et que le Aulas, a priori, n'était pas au courant. Bon, moi je pose des questions, hein, je n'ai pas les réponses. Voilà. Ensuite, deuxième volet sur le mercato. Quid du mercato? Avec quels moyens? Doit-on vendre avant d'acheter, comme c'était le cas l'été précédent? Est-ce que Lucas Paqueta va être vendu? À quel prix? Et quand? Je me base sur les faits suivants. Lucas Paqueta touche 250 000 euros et il est loin d'être le meilleur salaire du club. Il est juste au-dessus de la moyenne, qui est de 210 000 euros. Et n'est-ce pas étonnant de constater que Lucas Paqueta ne prolonge pas malgré les performances exceptionnelles qu'il rend depuis près de 2 ans sur un terrain, qu'il émerge juste au-dessus de la moyenne? Et n'est-ce pas un mauvais signe pour nous, supporters, de constater cet état des lieux? De ne pas faire le prolonger à 350 000, 400 000, parce qu'après tout, notre ami Oussem Aouar touche 310 000 euros. Bon, ceci dit, chut. Et que Lucas Paqueta touche à peine plus que notre ami Ryan Cherki, mais chut, il ne faut rien dire. Donc c'est un peu inquiétant. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il de la situation contractuelle, quand même, d'un joueur formé au club, qui s'appelle Maxence Cacré, qui n'arrive pas à obtenir le chiffre escompté? Est-ce légitime, sachant que ses amis, type Ryan Cherki, qui est plus jeune que lui, ou Oussem Aouar, qui a 1 an de plus que lui, touchent respectivement 310 000 euros et 190 000 euros. Maxence Cacré, avec ses 60 000 euros, est bien loin du chiffre. Pourquoi est-ce si difficile de prolonger ce joueur? Et sous quelles conditions et pour combien d'années? Sachant que Nice se positionne également sur ce joueur et risque de nous la faire à l'envers. Mais bon, j'ai rien dit, chut, on se tait. Peter Bosz nous a annoncé au mois de mai 2021 apporter une philosophie de jeu attractive, offensive. Aujourd'hui, force est de constater que le rendement offensif de cette équipe est bien loin des 100 buts marqués en Ligue 1 il y a 3 saisons de cela par notre ami
Bruno Genesio, que vous avez licencié avec pertes et fracas en avril 2019, sur le dos des supporters. C'est vrai que c'est les supporters qui l'ont viré, on est bien d'accord, c'est pas le président. Ni Vincent Ponceau, on était dans le bureau, d'ailleurs, on était là pour le virer. Cet entraîneur qui avait échoué à Besançon et à Villefranche-sur-Saône, comme pédigré, mais qui est arrivé à 100 buts. Alors on a des droits à un grand entraîneur international qui a décliné quand même la sélection des Orange des Pays-Bas à 2 reprises. Il est peut-être trop fort. Comment se fait-il qu'il a un ratio de buts marqués à la même étape de la saison par rapport à il y a 3 ans avec Bruno Genesio qui est 2 fois moindre? Quel bilan constatez-vous? Est-ce que son football est si offensif que cela? Est-ce qu'il est très attractif? Question. En quoi expliquez-vous la dichotomie entre le football qu'il apprenait ou qu'il souhaite apprendre, sa philosophie, et la réalité? Vous dites qu'il était l'homme de la situation après Lille. Êtes-vous satisfait de son rendement aujourd'hui? Que pense-t-il de l'absence de communication remarquée et dévoilée entre lui et Jérôme Boateng, et entre lui et Jason Denayer, qui s'est plaint récemment d'aller en bus jusqu'à Saint-Raphaël-Fréjus avec la nationale, en aller-retour, lui, l'international titulaire de l'équipe de Belgique, numéro 1 au classement FIFA, numéro 2 depuis hier. Est-ce normal l'attitude de Jason Denayer? Question. Sur les joueurs, quel avenir Oussem Aouar a-t-il à l'Olympique Lyonnais? Souhaite-t-il rester? Quel avenir Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais a-t-il? Regrettez-vous avec le recul les départs d'Amine Gouiri et de Pierre Kalulu? Question. Quand on voit leur rendement à l'OGC Nice et au Milan AC. Est-il légitime pour nous, supporters, d'obtenir des excuses formelles et publiques de la part de Jeffrey Adélaïde après ses propos d'août 2020 où il a dit qu'il ne se voit aucun avenir à l'Olympique Lyonnais? Vous avez dit récemment que Gaëtan Laborde, les supporters ne le voulaient pas. Sur quoi vous basez-vous? Sur quels éléments précis? Sur quels faits? Et où avez-vous recueilli cette information? Moi, j'avais dit personnellement, dans un petit édito amateur, que Gaëtan Laborde était un excellent attaquant au mois d'août et que ça serait une bonne idée de le recruter. Mais bon, je n'ai rien dit. Quel rapport souhaitez-vous entretenir avec les fans? Quand vous voyez le rapport qu'ont les fans en Espagne, les socios, avec le club et la présidence. Est-ce normal que les fans n'aient pas au moins une possibilité, au moins une association de supporters, de pouvoir siéger au conseil d'administration et d'avoir une voix délibérative, comme les salariés l'ont désormais dans les grandes entreprises? Dernière question sur Juninho. On arrive à la fin. Estimez-vous, vous le critiquez beaucoup ces derniers temps, sans ménagement pour lui coller sur le dos beaucoup de fautes, a priori, et la mauvaise saison qui incombe au club, c'est-à-dire les départs l'été dernier, enfin les départs de Gouiri il y a 1 an et demi, et il y a 1 an de Melvin Barr, serait la faute de Juninho. Quelle est votre part de responsabilité? N'en avez-vous aucune? Juninho, pour vous, était-il fondé à être manager sportif d'un club alors qu'il n'a jamais exercé aucune fonction d'encadrement dans toute sa carrière jusqu'à l'âge de 46 ans? 44, quand c'était en 2019, excusez-moi. Sachant qu'il doit conduire quand même 4 départements, la performance, le volet formation, le volet terrain avec l'équipe 1 et le volet recrutement. Était-il taillé pour ce poste? A priori, vous dites qu'il n'était pas taillé pour ce poste. Juninho n'était pas taillé pour ce poste, mais quand vous le faites venir en mai 2019, avez-vous vérifié qu'il avait, en dehors de commenter la politique brésilienne et de commenter des matchs de football à la télé brésilienne, avait-il déjà occupé une fonction d'encadrement? C'est une simple question, même en division 2 ou quelque part. L'avez-vous constaté? Est-ce que vous avez lu son CV, en dehors du fait que ce soit la légende du club? En quoi les fans sont-ils responsables du positionnement en tant que directeur sportif de Juninho? Personne ne l'a demandé. Chez les fans, ils ont demandé le retour de Juninho au sein du club, peut-être comme conseiller sportif du président, comme l'était Bernard Lacombe, mais pas comme directeur sportif. Donc vous n'avez pas de responsabilité, certainement, j'en déduis. Bruno Chéroux s'occupait du recrutement du Paris Saint-Germain division féminine. En quoi est-il compétent pour occuper ce poste à l'Olympique Lyonnais sur la section masculine?
Est-ce que le départ de Florian Maurice vous chagrine? Que pensez-vous des résultats obtenus par Bruno Genesio et Florian Maurice, deux anciens de la maison qui ont un amour indéfectible pour le club? Et que pensez-vous de leur parcours à Rennes aujourd'hui? Est-ce que Lyon est bien à sa place à la 10e place de Ligue 1, sachant qu'il était 7e de Ligue 1 il y a 2 ans avant le Covid? Quel rôle Tony Parker joue-t-il au sein du club? Un rôle symbolique ou un rôle effectif au sein du board? Est-ce que vous croyez qu'il est réellement objectif avec cet effectif et les soucis mentaux de pouvoir gagner l'Europa League? Si après tout ça, j'ai des réponses satisfaisantes, je dirais que les relativistes et systémistes ont raison. Malheureusement, j'ai posé une 50aine de questions au bas mot et je pourrais encore en chercher toute la nuit. J'ai des doutes. Voilà pourquoi je suis un absolutiste. Voilà. Je posais les questions, il y a déjà des réponses. Les erreurs de management se cumulent certainement. Ou pas, peut-être que c'est fantasmé, tout comme le fantasme et le rêve qu'a Jean-Michel Aulas de gagner l'Europa League un jour. C'est vrai qu'on n'a pas le droit, comme disait Emmanuel Kant, mon philosophe, d'utiliser sa raison, d'oser penser par soi-même. Dictature lyonnaise. Soyez des moutons et des consommateurs. Saporez Audi. Osez penser par vous-même, comme disait Kant dans Qu'est-ce que les Lumières? C'est très arrogant, faites-en ce que vous voulez. Osez penser par soi-même, c'est ça être un homme. C'est pas être un rebelle, c'est être un homme libre. Voilà. Moi, je termine la conférence de presse, je rends ma carte de presse à Jean-Michel Aulas. Bien entendu, c'était un fantasme, tout comme c'est un fantasme de croire que l'Olympique Lyonnais va gagner une Coupe d'Europe sous Jean-Michel Aulas. Je vous souhaite une bonne journée à tous, mes amis. Au revoir.